Bonsoir à tous et merci d'être au cœur de la présidentielle. C'est le nom de cette émission que le Conseil supérieur de la communication vous propose à l'occasion donc de la présidentielle de 2020. Nous avons donc cette émission qui va opposer le programme de 4 candidats sur donc ce plateau. Et pour diriger le débat ce soir, je suis avec mon confrère Paul Mikirwamba de la télévision LCA. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir Simon Gongo. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. 4 invités sur ce plateau. Il s'agit d'abord de monsieur Sié-Pierre Palemfo. Il est du parti Vision Burkina, parti pacifiste. Sur ce plateau, il représente le candidat Do Pascal Sessouma. Le deuxième invité est le professeur Kawimenga Salifou. Il est donc du mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Sur ce plateau, il représente le candidat Yacouba Isaac Zida. Le troisième invité est le docteur Ablassé Ouedraogo. Il est le candidat et le président du parti Le Faso Autrement. Et nous avons un quatrième invité qui est monsieur Clément P. Sabatogo. Il est le représentant du mouvement du peuple pour le progrès. Sur ce plateau, il représente le candidat Rockmark Christian Kabouré. Voilà donc présenté les 4 invités Simon Congo pour cette émission. Voilà, et ce soir donc nous allons axer ce plateau sur 4 axes. Le premier, la sécurité. Le deuxième, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le troisième sera l'éducation. Et enfin, on parlera de la santé. Nous avons 1 heure, ça passe vite. Monsieur Oumenga, puisque vous êtes à ma droite, je commence de façon un peu péremptoire par vous. Qu'est-ce que votre candidat prévoit justement pour cette sécurité? Parce que c'est l'attente des Burkinabés. Qu'est-ce que vous prévoyez pour permettre aux Burkinabés de vivre en sécurité pendant ces 5 ans à venir? Donc, tout d'abord, je tiens à dire merci aux journalistes, merci à l'RTB. Bonsoir à tout le peuple du Burkina Faso. Donc, le MPS a prévu effectivement de mettre l'accent sur la sécurité. Il faut dire que c'est notre programme phare. C'est sur ce point principal que s'appuie notre candidat pour sa campagne présidentielle. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, l'armée du Burkina Faso reçoit à peu près, avec la nouvelle loi, 17% du budget national. Sur ces 17%, il se trouve que seulement 30% sont consommés. Donc la première chose que prévoit notre candidat avec le MPS, c'est d'agir sur les différents mécanismes de blocage de ces fonds-là, afin que les achats de matériel, les achats d'armes et de logistique dont a besoin notre armée se fassent le plus rapidement possible. Ensuite, il y a la coopération internationale. Et cette coopération internationale-là a besoin d'être renforcée. Les États ont besoin d'être convaincus et de se faire confiance les uns les autres. Pourquoi je dis ça? Il y a le G5 Sahel, mais il se trouve que nos armées n'ont pas de format qui conviennent à cette entité. Donc on a un commandement de proximité dont on a besoin, mais on constate que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas m'asseoir ici au Burkina Faso pour commander une unité d'une armée à Bamako ou au Niger et vice-versa. Donc là, on a vraiment besoin que la confiance se fasse et que les armées travaillent en synergie. De sorte que lorsque l'on veut agir au niveau des frontières pour repousser les terroristes, que cela se fasse ensemble afin de pouvoir les prendre en sandwich. Sinon, ils s'échappent facilement à toutes ces tentatives et voilà pourquoi on n'arrive pas à les avoir. Et pour tout cela, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et dans un premier temps, depuis 2018, notre candidat avait proposé de recruter massivement un contingent de soldats. Et je crois que ce qui avait été proposé, c'est 3000 soldats par an, contrairement aux 1000 que l'on recrute actuellement. Et cela permettrait quand même d'avoir autant d'hommes qu'il faut pour justement combattre le terrorisme. Mais ces hommes-là, ils sont où? On a besoin de les placer au plus près des populations. Donc, à travers ce travail-là, il prévoit remettre les 13 régions militaires en place afin que les hommes soient le plus proches possible de la population. Et au-delà de ça, il y a aussi un travail qui va être fait pour que la population sache que ait confiance à l'armée, ait confiance à l'État et contribue, participe massivement à cette sécurité dont on a besoin. Et ce recrutement
il prévoit le faire prioritairement dans les zones qui sont attaquées par les terroristes, dans ces zones désœuvrées. Parce qu'il faut dire que le Burkinabé aujourd'hui, certains se sentent abandonnés. Et c'est une situation très facile et pour que les terroristes puissent faire leur recrutement. Merci. Donc nous allons axer le recrutement de nos soldats dans ces zones-là prioritairement. Merci beaucoup. Alors on va donc passer la parole à présent au candidat du parti Vision Burkina, parti pacifiste. Le représentant du candidat, il s'agit de M. Sié-Pierre Palemfo. Alors on sait que votre candidat propose déjà la suppression de l'armée. Le Burkina a mal à sa sécurité. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour sécuriser le Burkina si vous étiez élu chef de l'État? Parlant justement de votre candidat de Pascal Sessouma, M. Palemfo. Merci de cette opportunité que vous offrez à Vision Burkina de clarifier sa position sur cette problématique. Effectivement, nous vivons donc, je n'ai pas peur de mot, un drame. Nous vivons un drame. Mais nous partons donc de cette logique. Il faut quitter la logique de guerre pour la logique de paix. Contrairement donc à mon prédécesseur du MPS, nous n'allons pas renforcer l'armée. Au contraire, nous allons travailler à renforcer la sécurité intérieure avec les forces intérieures que sont la police et la gendarmerie. C'est elles qu'il faut équiper. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut d'abord travailler à instaurer la paix. Avec donc l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, nos États ne sont plus attaqués par un autre État. Ce sont des groupuscules, des djihadistes, des terroristes qui attaquent donc notre pays. Négocions avec le commanditaire. Ceux qui nous attaquent là sont financés donc par des personnes. Négocions, instaurons la paix. Et à partir de cette paix-là, nous allons travailler à ce que nos frontières soient sécurisées. Comment vous négociez si vous ne savez même pas qui vous attaque? Monsieur le journaliste, monsieur Simon Gongo, je ne vais pas dévancer l'Iran dans l'eau. Nous savons très bien que ces financements-là viennent du Proche et du Moyen-Orient. Oui, je n'ai pas les preuves, mais lorsqu'on lit la presse aujourd'hui, on se rend compte que ces financements-là viennent de quelque part. Et aussi, des rançons que nous payons lorsque nous voulons libérer donc des otages. C'est ça. Tout dernièrement, au Mali, il semble que 30 millions d'euros ont été payés pour donc la libération de l'opposant malien, Soumaïla Cissé, de la française et de 2 Italiens. Mais ces 30 millions vont renforcer donc leur arsenal de guerre. Voilà. Mais si nous travaillons à ce que les terroristes sont coupés de leur financement, de leur source de financement, nous allons avoir donc l'opportunité de travailler à instaurer donc une paix intérieure. Et comme je l'ai dit en amont, nous ne sommes plus attaqués par un pays. Depuis 1985, que le Burkina a livré sa dernière guerre contre le Mali, nous n'avons plus été attaqués par un pays voisin. Nous sommes tous membres de l'UOMOA, de l'ANAD, l'accord de non-agression en matière de défense, de manière à ce qu'aujourd'hui, un État ne va plus s'aventurer dans une guerre traditionnelle. Vous insinuez qu'on n'a pas de problème de frontières? Non. Aujourd'hui, les problèmes de frontières se résolvent à la haie. C'est-à-dire que vous prenez des hommes de droit, ils défendent donc votre dossier et ils vous ramènent la paix. Rappelez-vous, avec le président Thomas Sankara, une partie du territoire a été coupée vers le nord, une autre ajoutée vers le Niger. Et depuis 1985, que nous sommes sortis donc de cette guerre entre le Mali et le Burkina, nous n'avons plus de guerre. Donc renforçons la sécurité intérieure, renforçons la gendarmerie et la police. Et aussi, nous n'allons pas supprimer toute l'armée. Nous allons garder 4000 hommes. Nous allons garder 4000 hommes et ces 4000 hommes vont renforcer donc cette force de sécurité intérieure à travers donc les savoir-faire que nous connaissons déjà, parce qu'ils accompagnent les Nations Unies aujourd'hui sur plusieurs théâtres d'opération. D'accord. Voilà. Alors, M. Clément Sawadogo, c'est un sujet, vous êtes à la tâche déjà. Est-ce que si vous avez ce second mandat, vous négociez, comme le dit le représentant de Vision Burkina, ou vous allez peut-être accroître le recrutement comme le MPS? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, la vision du président Roch Kaboré sur cette question part de ce que nous avons déjà un tant soit peu évolué sur la question sécuritaire.
comme vous le constatez, il y a quand même une certaine accalmie qu'on observe sur le terrain, dû au fait que nos forces de défense et de sécurité sont montées en puissance. Et pour arriver à là, on ne peut pas oublier de là où nous sommes venus, parce qu'en début 2016, quand notre pays a commencé à être attaqué, on peut se permettre même de dire que nous n'avions presque pas d'armée. Pourquoi nous n'avions presque pas d'armée? Parce que l'essentiel des équipements de l'armée avait été mis entre les mains aidez-moi avec le nom de RSP. Du RSP. Et le RSP lui-même ayant été démantelé, finalement, d'ailleurs beaucoup d'armes ont été détruites au passage, les terroristes nous ont déclaré la guerre, nous n'avions presque pas d'armée. Alors, il fallait donc travailler d'arrache-pied, à rééquiper l'armée, à former les hommes, à aiguiser la combativité des hommes sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait. Et à un moment donné, on a compris qu'en dépit de tous ces efforts, il fallait aussi associer une mobilisation populaire forte. Ce qui a conduit donc à la création des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, par une loi votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc, ces efforts doivent être poursuivis. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de désarmer l'armée. Au contraire, il faut la renforcer pour le moment. Vous savez, ce que notre ami de Vision Burkina disait n'est pas rien de nouveau. En fait, on n'a pas grand-chose comme armée au Burkina, même avant, parce que c'est le RSP qui jouait un rôle aussi de garde pétrolienne. Vous voulez dire qu'il veut revenir à ce qui existait avant? En fait, je veux dire qu'on ne sommes pas un pays surarmé, de toutes les façons. Donc il n'y a rien. Si vous désarmez le peu qu'il y avait, là c'est fini. Il n'y a plus rien. Or, on ne peut pas être sûr qu'une attaque ne surviendra pas. Pas peut-être d'un pays, parce qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a presque plus de conflits de frontières. Mais vous voyez, nous n'avions pas prévu que nous serons envahis par des terroristes. On avait toujours entendu parler qu'ailleurs, bon, c'est chaud, mais nous étions prémunis, jusqu'à ce qu'un jour, on découvre cela. Donc, nous allons continuer à renforcer les équipements, les efforts d'équipement de notre armée, y compris des forces de sécurité intérieure, puisque c'est un combat combiné, armée FDS. Également, renforcer les VDP, mieux les former, les aguerrir, mais mieux les former, pour éviter aussi des dérapages qui ont quelquefois été constatés. Et sur la question des déplacés aussi, nous avons tout un programme afin non seulement de promouvoir leur retour vers leur localité d'origine, mais aussi un programme économique et social pour régler les questions, les préoccupations qu'elles vivent au quotidien. Est-ce que dans le volet extra-armé, vous prévoyez au niveau du MPP une autre stratégie, notamment la négociation dont on parlait certains? Alors, vous savez, la question de la négociation avec les terroristes, c'est une question que personne ne peut maîtriser. Et personne ne peut s'engager clairement sur ça. Parce que déjà, on ne sait pas avec qui on négocie. Vision Burkina parle du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Là-bas aussi, il y a le terrorisme. Alors, on négocie avec qui? Parce que ce ne sont pas les États de ces pays-là, du Proche ou du Moyen-Orient, ce n'est pas forcément les États qui financent le terrorisme. Il y a des réseaux, des canaux, mais que personne ne maîtrise comme ça. Donc, on négocie comment? Si toutefois, l'opportunité existait pour des négociations, parce que de toutes les façons, il faut essayer toutes les solutions. Et il faut combiner toutes les solutions. Là, on n'exclut pas, mais aujourd'hui, si par exemple on dit, on négocie. Au Mali, vous avez vu, on a commencé à 6 mois. Quels sont les résultats? Voilà, ça continue. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, docteur Ablassé Ouédraogo, président du FASO au soir du 22 novembre 2020. Alors, vous connaissez très bien le Burkina, vous connaissez la préoccupation
des Burkinabés en matière de sécurité. Le parti au pouvoir, ou du moins l'État burkinabé, a fait l'option d'aller vers une sécurité populaire à travers les VDP. Est-ce que Ablassé Ouédraogo au pouvoir va continuer dans cette lancée ou bien vous avez des réformes profondes, si oui, lesquelles? Je pense que pour tout Burkinabé vivant sur le sol national aujourd'hui, la sécurité est une véritable préoccupation. Et quand on parle de sécurité, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on ne peut pas étaler tout sur un plateau de télévision. Et il faut avoir toutes les informations pour pouvoir prendre les décisions idoines. Mais je pense que le régime sortant, s'il y a un domaine dans lequel il a lamentablement échoué, c'est bien dans le domaine de la sécurité. Et cet échec dans la protection des Burkinabés, de leurs biens, c'est tellement flagrant que le serment que Roch Kaboré a fait le 29 décembre 2015 au Palais des Sports paraît aujourd'hui comme une forfaiture. Parce qu'il n'a pas pu tenir sa parole donnée. Si je reviens sur le problème de la sécurité, je crois que n'ayons pas peur du diagnostic. Le Burkina Faso a bâti sa politique de défense sur la sous-région, notamment le G5 Sahel. Nous disons, quand vous êtes assis sur la natte du voisin, vous êtes assis par terre. Et nous n'avons pas aujourd'hui de politique nationale de défense, comme le prouve le contraire. Nous disons que si on veut avoir un Burkina fort, un Burkina capable de relever les défis, et Dieu seul sait les défis auxquels le Burkina est confronté, défis au niveau économique, au niveau social, là, on parle de sécurité, au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire et même au niveau de la confiance. On va revenir sur Pour revenir sur la sécurité, M. Ngongo, vous ne pouvez rien réaliser dans la vie d'un être humain tant que vous ne garantissez pas la sécurité. Nous disons... Qu'est-ce que vous proposez justement? Très simple à faire. Oui. Le Burkina Faso aujourd'hui est un pays qui vit dans la division, qui vit dans la haine. C'est là qu'il faut commencer à redresser. Provoquons un dialogue national inclusif, ouvert, sincère. C'est ce que nous appelons le processus de la réconciliation nationale. Le Premier ministre lui-même, Dabiré, a dit devant les députés, en début d'année, lors de son discours sur l'état de la nation, que le Burkina Faso était une maison lézardée et les salamandres s'y engouffraient. Et c'est parce que les salamandres s'y engouffrent qu'on est affaibli. Nous disons, si on veut relancer le Burkina Faso, il faut que nous bâtissions une nation forte. Il faut que nous reconstruisions l'unité nationale. Pour ce faire, il faut un préalable pour tout, c'est la réconciliation nationale. Et nous disons que si on ne comprend pas ça, c'est difficile à faire. C'est pour cela que je dis, il ne faut surtout pas que le régime Kaboré soit reconduit. Parce que sinon, le Burkina va disparaître. Aujourd'hui, un tiers du territoire est déjà sous le contrôle des terroristes. Il va vous répondre. Non, mais il n'a qu'à répondre. Mais c'est la réalité. 2 millions de personnes qui demandent de l'assistance humanitaire. Clément Sawadogo va vous répondre. Oui, mais je n'ai pas terminé. Laissez-moi parler. Et c'est pour cela qu'il faut que les Burkinabés comprennent qu'ils ont la chance le 22 novembre de tourner la page pour avoir une nouvelle politique de sécurité. Voilà. Non, il est évident que si on parle de ce point de vue, en fait, le président Roch, c'est vrai, au début de son mandat, a été confronté à cette situation. Mais si on croit que la réconciliation nationale est le remède à ça, vous parlez du tiers du territoire, on serait à la moitié. Parce que ce n'est pas parce qu'on se serait assis pour organiser des tables rondes, des assises nationales, que les terroristes ne nous attaqueront pas. Il n'y a aucune démagogie en la matière à se faire.
Donc, c'est clair et net. Nous n'avons pas bâti notre stratégie sur le G5 Sahel. Nous avons bâti notre stratégie sur la réorganisation, le rééquipement de notre armée. Ce n'est pas le G5 Sahel qui a fait reculer les terroristes. C'est notre armée, c'est nos forces de défense et de sécurité. Et nous venons justement de construire une nouvelle politique nationale de défense, de concert avec toutes les compétences en la matière qui va être mise en œuvre dans ce second mandat-là. Alors, c'est vrai, il peut y avoir des questions de division, mais vous savez, cette histoire de conciliation nationale, on peut en parler. C'est une question en profondeur. On en a déjà connu des assises et tout sous le régime de Blaise Compaoré. Mais aujourd'hui, on est encore en train de parler de la réconciliation nationale. Mais comme ce n'est pas l'objet de ce thème, je m'en arrête. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à... Oui, on vient à vous. Hein. Oui, on vient à vous. Vous allez avoir la parole. Vous allez avoir la parole. Alors, professeur Wimenga, justement. Moi, je voudrais dire au régime en place qu'il a vraiment échoué sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, les Burkinabés ne peuvent plus marcher de façon sereine dans leur localité. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 enfants déscolarisés à cause de ce problème de terrorisme. Ils disent qu'ils ont construit plusieurs centaines de classes. Mais au moins 4 fois ce nombre de classes-là est aujourd'hui fermé. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'accalmie. Et en plus, il faut le dire, au niveau du MPS, il faut que nous avons voulu, dans un esprit démocrate, dans un esprit républicain, respecter les institutions de notre pays. Sinon, nous avons des preuves qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'accalmie au niveau sécuritaire. Il y a toujours des gens qui meurent. Il y a toujours des populations qui sont attaquées. Il y a toujours des populations qui sont spoliées, privées de leurs biens. Dans le silence? Dans le silence. Il y en a. Mais dans un souci de contribuer justement à la protection du Burkina, en ne donnant pas des informations aux forces du mal qui nous attaquent, nous avons décidé de nous aligner dans un esprit républicain, je le répète encore, sur ce que les institutions du pays ont prôné, ont décidé dans ce sens. Mais sinon, s'ils veulent, nous pouvons le faire. De toute façon, nous sommes en campagne, nous avons l'occasion de donner toutes ces preuves. Absolument. Merci bien. Alors, moi, je prends le peuple burkinabé à témoin. Les 3 personnes qui sont là ont plus ou moins dirigé le pays. Ah oui? Ah oui. Le grand frère Abassé Ouedraogo a été ministre de ce pays. Le grand frère Clément Sabadoua a été ministre de Blaise Compaoré pendant des années. Monsieur le professeur Wimenga représente le général Zida, qui a contribué à façonner notre armée, et qui aujourd'hui on dit qu'on n'a plus d'armée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait alors sous lui. Et encore, il a été président pendant 21 jours, ce qui lui confère donc le titre d'ancien chef d'État. Il a été Premier ministre. Donc ils sont tous comptables de ce qui nous arrive aujourd'hui. La solution là, ce n'est plus eux. Oui, mais non, je termine. Je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Wimenga, je ne vous ai pas interrompu. Professeur Wimenga, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Souffrez que je puisse parler. Allez-y, vous avez la parole, monsieur Palenfo. Ok. S'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si vous permettez, voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qualifié pour proposer quelque chose pour qu'on sorte donc de cette crise sécuritaire. Voilà, vous êtes tous comptables de ce qui nous arrive. Nous voulons proposer du nouveau. Nous voulons aller carrément vers une sécurisation intégrale de tout le territoire. Pas dans l'aventure. Non, c'est pas une aventure. C'est une aventure. Oui, pour vous, c'est une aventure. Les grandes idées naissent comme ça un jour et elles prospèrent. C'est comme ça. Et oui, nous avons foi que si nous arrivons au pouvoir, nous allons travailler d'abord à instaurer la paix. Et après, donc, avoir instauré cette paix-là, nous allons travailler à ce qu'elle perdure. Comment? Il faut que le sentiment d'appartenance à la même communauté s'instaure. Il faut que le vivre ensemble revienne. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces sentiments de frustration-là qui font qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à sécuriser le pays. Les gens ne se sentent pas concernés par une même communauté de destin.
Merci beaucoup. Alors, on va changer de sujet. C'est bien compris, on va changer de sujet. Malheureusement, nous sommes à 25 minutes de débat. C'est pas la rhétorique qui fait la guerre. Même les pays... S'il vous plaît, Il faut qu'on évolue. on va évoluer. On va commencer par vous. Oui, non, je vais fermer la parenthèse sur ce que Clément a dit. Clément Savargo. Le président Kabore a dit, si les Burkinabés me réélisent, j'ai beaucoup la réconciliation en 6 mois. Si ce n'est pas aussi important que ça, pourquoi il revient dessus après avoir passé 5 ans à ne pas faire bouger les lignes? Et je ferme la parenthèse. Maintenant, la politique, la bonne gouvernance, On évolue. Monsieur, on va changer de sujet. Alors, monsieur le docteur Ablassé Drago, vous gardez la parole. On parlera justement de la bonne gouvernance à présent sur ce plateau. Avec vous, vous êtes candidat à l'élection du président du FASO. Qu'est-ce que vous proposez concrètement de façon très claire pour lutter contre la corruption, puisque certainement, vous l'avez constaté, ça n'a pas reculé dans notre pays? Mais ce n'est pas seulement la corruption qui est le fait de la mauvaise gouvernance. De façon générale, la bonne gouvernance, allez-y. C'est un domaine particulier pour la bonne gestion des affaires. Nous pensons qu'il faut tout refaire dans ce pays. Quelqu'un a mentionné ici qu'on n'utilisait pas les compétences aux bons endroits. Une chose, si vous voulez faire reculer la corruption, travaillez à assurer, à garantir à tous les individus, à toutes les personnes, un revenu conséquent pour leur permettre donc de se détacher de l'obligation d'aller à la corruption. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire, quel que soit le domaine, le secteur que vous prenez, tant que vous ne donnez pas de l'argent. Quelquefois, ce n'est pas intentionnellement de la corruption, mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez dans les délais. Nous disons, et je prends un exemple flagrant, la LONABE. S'il y a une société d'État qu'il faut purger, c'est la LONABE. Je ne comprends pas que une direction, on vient de la changer d'ailleurs, et nous avons eu à lever le ton plusieurs fois pour ça. On prend des machines, des outils de travail qui appartiennent à tous les Burkinabés. On donne à certains Burkinabés, on refuse aux gens qui les utilisaient et qui vivaient de ça. Nous disons, ce pays-là nous appartient tous. Il n'y a pas de Burkina Faso sur cette terre. Encore une fois, travaillons dans la réconciliation, unissons-nous, parlons le même langage, sachons ce que nous voulons. Pour la gouvernance, il faut que, de façon automatique, on utilise les compétences qui existent. Et j'ai dit encore une fois avec insistance, travaillons à garantir à chaque Burkinabé les moyens de son existence. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens n'ont pas de revenus. Et les besoins sont énormes. Que voulez-vous qu'ils fassent si ce n'est pas aller chercher les moyens ailleurs? Clément Savargo, sur la question de la bonne gouvernance. Alors pour nous, la question de la gouvernance, elle est centrale, elle est capitale. Et il faut marquer effectivement un saut important sur cette question. La gouvernance, elle doit être vertueuse. Et ça suppose qu'en démocratie, qu'il y ait une bonne démocratie qui fonctionne correctement et dans laquelle à la fois les contre-pouvoirs et les institutions chargées de garantir une gestion saine de la société fonctionnent normalement, notamment la justice. Aujourd'hui, effectivement, nous avons travaillé à rendre la justice indépendante. Tout le monde est d'accord sur ça. Il faut l'outiller davantage, lui donner davantage de moyens. Ce que nous avons commencé à faire en construisant de nouvelles infrastructures pour la justice, en renforçant son personnel, etc., etc. Mais cela suppose aussi que la justice travaille en son sein également à jouer correctement son rôle. Et il y a le contrôle d'État, la SE notamment, qui est aussi indépendante, qui fait son travail. Qui dit manquer de moyens, par exemple? Qui dit manquer de moyens, mais je ne pense pas qu'il lui manque fondamentalement des moyens pour faire des contrôles. Peut-être pas aller partout, mais il fait déjà son travail. Et il faut en plus de cela travailler à réorganiser les mécanismes de fonctionnement des administrations par leur modernisation notamment, l'usage des moyens technologiques pour dématérialiser les procédures qui font obligation que l'usager se retrouve nez à nez avec l'argent et à partir de là
beaucoup de choses arrivent à se passer. Monsieur Sabatogo, vous avez hérité d'un système administratif qui est assez lourd. Pendant 5 ans, vous n'avez pas pu changer les choses véritablement en ce qui concerne la lourdeur administrative. On voit dans votre programme de société que vous comptez vous attaquer à la lourdeur administrative. Concrètement, comment est-ce que vous comptez faire pour rendre l'administration beaucoup plus fluide, pour éviter du même coup la corruption? Mais vous savez, il y a des segments qui ont déjà été atteints par les efforts de réorganisation et de modernisation. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on règle ces questions-là. Comme vous le dites, c'est des méthodes, des pratiques, des formules qui se sont incrustées depuis des décennies. Et donc, il faut travailler à les casser progressivement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que malgré tout, notre pays est cité parmi les pays qui ont une bonne gouvernance en la matière. Il y a l'un des indicateurs qui nous classe parmi les meilleurs en la matière. Je dis cela n'est pas suffisant. Et vous allez voir que dans le nouveau programme du président, il met beaucoup l'accent sur cette question et effectivement, avec des mesures concrètes qui vont permettre de marquer des avancées sur ce point-là. Pas l'info. Je dirais tout simplement que pour nous, la vision Burkina, nous allons faire la traque des voleurs de la République. Aujourd'hui, l'économie est plombée par la corruption à tous les niveaux. Donc il y a un délitement. Il faudrait donc qu'il faut un sursaut. Il faut qu'il y ait des mesures fortes. Nous allons au-delà de la SCE. Nous allons mettre en place une commission qui va faire un inventaire des biens physiques et tout ce que vous voulez. Et lorsque vous arrivez à apporter la preuve que ça a été acquis honnêtement, comme on le dit, c'est pour vous. Mais si vous n'arrivez pas à apporter la preuve que ça a été... de délit d'apparence. Voilà. Mais de toute façon, nous allons faire un inventaire. Si vous rentrez à Ouaga 2000, il y a des bunkers qui sont tout fermés. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas ce que se fait en ce moment déjà bon, avec le MPP? Bon, de toute façon, moi je parle de ma politique à moi. De la politique de mon parti Vision Burkina. Et ça c'est une partie. Et maintenant, lorsque nous allons faire donc cet inventaire-là, si vous l'avez acquis honnêtement, vous les gardez. Si ce n'est pas le cas, naturellement, ou c'est vendu, ou ça revient donc au patrimoine de l'État. Autre chose, aujourd'hui là, si vous vous rappelez, si vous avez suivi les grands frères et témoins, plus d'1 million de Burkinabés se sont lancés à la recherche d'emploi pour 4000 places. Voilà donc des occasions qui favorisent la corruption. Parce que les gens vont se battre des pieds et des mains pour pouvoir avoir accès à la fonction publique. Et si on changeait de paradigme, il faut réformer donc notre système de formation. De manière à ce qu'on n'envoie plus des gens qui n'ont pas d'habilité, mais qu'on envoie des gens formés qui peuvent s'auto-employer. Vous glissez dans l'éducation. L'éducation, oui. C'est prévu. On va terminer avec vous. Donc, merci. Donc, au niveau du MPS, du Mouvement Patriotique pour le Salut, lorsque, au soir du 22 novembre, nous prendrons le pouvoir, par les urnes bien sûr, et la première chose, après la nomination d'un Premier ministre par son Excellence Yacouba Izagzida et la formation du gouvernement, nous allons nous attaquer à un audit de tous les ministères, de tous les services publics du Burkina Faso en termes de gestion financière. Pour que l'on voit clair dans tout ce qui s'est passé. Et figurez-vous, s'il y a des dossiers qui ressortent, qui étaient classés, qui ressortent comme étant des dossiers que l'on doit réactiver, le MPS les réactivera. Parce que le crime économique, c'est quelque chose de grave. C'est extrêmement grave parce qu'on ne fait souvent pas le lien de ce qu'un crime économique peut apporter, peut avoir comme conséquence à plusieurs niveaux de vie du peuple burkinabé. Deuxièmement, nous allons restructurer notre économie, passer à une économie où nous allons faire de la transformation, beaucoup de transformation. Aujourd'hui, le Burkina, le MPP, le régime MPP dit, voilà, on produit beaucoup de coton, on exporte beaucoup de coton, mais c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transformer notre coton sur place? Le coton est acheté par les étrangers, ils fabriquent des habits, du matériel en coton, ils nous les revendent encore plus cher. Ça, c'est
un aspect. Un deuxième aspect, aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la formation, on a des produits phares qui sont exportés. Maintenant, on n'a aucun ingénieur dans ce domaine, aucun ingénieur textile. Donc, le Burkina Faso, le MPS, a décidé de s'attaquer à la restructuration de notre économie pour créer une valeur ajoutée. D'accord. Je termine. Et aussi, il y a un aspect très important, c'est le fait qu'on puisse dire aujourd'hui, voilà, on parle de bonne gouvernance, on parle d'ASE qui travaille, qui fait son boulot. Oui, c'est bien, mais c'est les dossiers qui sont pendants. On connaît tous les dossiers pendants aujourd'hui. On parle du charbon fin, qui est actuellement en jugement. Mais le dossier, pourquoi on n'en parle plus? Qu'est-ce qui se passe? On parle des auditions qui étaient monnayées. On a vu quelle action de notre président vis-à-vis de ça. Ça dit, on ne voit pas d'action forte pour dire, voilà, il faut que ça cesse. Et le MPS entend bien mener le pays avec de telles actions pour montrer aux Burkinabés que nous travaillons dans la transparence et avec une gouvernance irréprochable. Votre politique va consister à bousculer les voleurs de la République en prison. Là, je ne peux pas parler à la place de la justice. J'ai dit tous les dossiers qui vont ressurgir et qui doivent être jugés seront jugés. Ou qui doivent être rejugés seront rejugés. Alors, malheureusement, on est pris par le temps. Je vais quand même répondre un peu. Oui, mais ce qui nous manque en plus, nous, les élites africaines, c'est qu'on parle toujours de la bonne gouvernance, des vertus, mais pour les autres. Mais vos audits, il y a déjà un rapport d'audit sur la gestion de la présidence par M. Isaac Zida. Oui, et du Premier ministère. Il faut déjà qu'on règle ça avant de passer aux autres. C'est ça le problème. Il faut pouvoir donner l'exemple. C'est ça. Mais ce contentieux dont vous parlez, les audits ne régleront pas le problème. Si la justice... Oui, il répond. Et au niveau des audits dont vous parlez, la Cour des comptes a été claire. Ils ont rendu leur rapport. Pourquoi en ce moment le gouvernement actuel n'a rien dit, n'a pas dit mot sur le fait que la transition a été déclarée bon gestionnaire financière. Et ça, qu'on veut le veuille ou non, c'est écrit noir sur blanc dans un rapport qui a été remis au président du Faso. Ah si, il est public, vous pouvez y jeter un coup d'œil. La gestion des finances publiques en général, oui. Mais il n'empêche qu'il y a eu des dossiers. Quand vous parlez par exemple du charbon fin, vous ne voulez pas dire que toute la gestion du président Roch est entachée. Vous donnez l'exemple d'un dossier sur lequel la justice est actuellement et qui fait l'objet d'investigations, d'expertise, etc. Donc c'est un dossier en cours. En fait, pour combattre la corruption, là, ce n'est pas en faisant des audits que nous allons résoudre le problème. La corruption est devenue un problème culturel. C'est un problème comportemental. Il faut travailler des exemples. Oui, laissez-moi terminer. Les résultats des audits sont là, mais ce n'est pas suivi d'effet. Je reviens sur la LONABE. L'ASL, l'autorité de contrôle d'État, a fait une audit sur la LONABE. Ils ont fait des recommandations. Jusqu'à aujourd'hui, aucune d'entre elles n'a été mise en place. Alors, vous allez garder la parole. Docteur Ablassé Drago, vous gardez la parole. Vous êtes gentil de me la laisser. Justement. Éducation au Burkina, c'est un domaine vaste, un domaine assez important. Vous êtes chef de l'État au soir du 22 novembre 2020. Quelles réformes essentielles vous allez donc impliquer dans ce domaine de l'éducation pour que le Burkina se porte mieux, selon votre vision? En fait, là, c'est le sujet même que j'adore. Tout simplement parce que dans le programme, donc très précis. Oui, dans le programme de Parti Le Faso Autrement, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso ensemble, les 3 AB. Nous mettons tout le développement autour du capital humain. Et qui dit capital humain à valoriser dit qu'il faut développer l'éducation, il faut développer la santé. Si je reviens au niveau de l'éducation, au jour d'aujourd'hui, avant que le régime du MPP n'arrive, l'école, grâce au continuum, était garantie à tous les enfants burkinabés jusqu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, le régime actuel a arrêté ça. Il vous faut le CPE avant d'aller
faire le secondaire. Si vous ne l'avez pas, vous restez au bord de la route. Et quand vous écoutez le ministre Ouattara aujourd'hui, il ne vous parle pas de construction d'école, il parle de construction de classe. Si je vais à l'échelon supérieur, au niveau de l'enseignement supérieur, tout le monde est limité à la licence actuellement, à cause du système LMD. Pour passer de la licence à la maîtrise, il faut d'abord obtenir 12 de moyenne à l'université, passer un test pour aller à la maîtrise, et mieux, il vous faut trouver 300 000 francs pour les frais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés qu'on écarte de l'éducation. Nous disons, il faut refonder l'école au Burkina. Allons à l'école, à la formation des métiers. L'enseignement général n'est plus ce qu'il faut pour le Burkina Faso. Et si on donne un métier à un homme, s'il a la santé, il peut bien s'en sortir et n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un le recrute. Quelle sera l'éducation sous le MPS? Merci. Il faut dire que le programme du MPS est structuré en 4 grands axes. Un Burkina sûr, un Burkina d'espoir, un Burkina prospère et un Burkina durable. Et dans l'axe un Burkina durable, l'éducation est pour notre candidat la priorité des priorités. La première chose à laquelle il va s'attaquer, c'est de faire un diagnostic de tout le système éducatif. Je dis bien tout le système éducatif parce qu'au niveau du MPS et pour notre candidat, l'éducation, ce n'est pas du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire, mais c'est du préscolaire jusqu'au supérieur. Et là, de grandes réformes sont prévues. Et ces grandes réformes-là, c'est pour amener les enfants à aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on bourre le crâne des enfants avec des programmes hyper chargés. Je ne dis pas qu'il faut supprimer des modules ou des matières, mais à l'intérieur des programmes, le fait de parler de Louis XIV, c'est bien, mais aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet et on fait de l'autodidacte en apprenant ça. Il y a plein de programmes à supprimer. Les gens arrivent en fin de secondaire fatigués. Et c'est parce qu'ils sont surchargés. Ce n'est plus une forme d'éducation qui convient au monde d'aujourd'hui. Ailleurs, la plupart des pays développés, ça fait 30 ans qu'ils sont passés à autre chose. Et donc, nos réformes-là, c'est pour justement revoir tous ces programmes, donner aux enfants l'essentiel et essayer de les amener à aller plus loin, à être beaucoup plus efficaces. Et je poursuis. Et nous travaillerons aussi à désengorger les salles de classe en construisant pas des classes, mais des écoles. Des écoles, pourquoi? Parce que quand on fait une étude, nous avons mené une étude qui montre que l'espérance de vie d'un enseignant après la retraite est de 6 mois. Et c'est extrêmement grave. Nos enseignants sont fatigués, surchargés parce qu'en 6e, du primaire jusqu'au secondaire, ils ont des classes de 120 élèves. Mais c'est exagéré. Il faut qu'on pense à leur santé. Il faut qu'on pense à eux. Et je prends pour preuve ce que l'ancien Premier ministre du régime MPP a dit, Paul Kabatieba, en disant qu'il reconnaît que les revendications des enseignants au niveau des syndicats sont légitimes, mais ils ne peuvent pas les satisfaire parce qu'ils sont trop nombreux. Pourquoi est-ce que c'est une frange de la population, une frange de nos travailleurs qu'il va falloir, que l'on va essayer de brimer? C'est à la limite du mépris. Si les autres ont droit parce qu'ils ne sont pas nombreux, alors pourquoi les enseignants n'auraient pas droit? Merci beaucoup, professeur. Alors, monsieur, quelle est la vision burkina pacifiste en matière d'éducation? Voilà, ici, je rejoins le représentant donc, du MPS, mais en disant qu'il faut réformer l'école burkinabé. Notre éducation est mal à son école. Beaucoup d'écoles sont fermées, 2000 et quelques. Beaucoup de déplacés. Les classes sont surchargées, comme il a dit. Si vous prenez une classe de 6 heures avec 140 élèves, quelle que soit la compétence de l'enseignant, il va produire un miracle. C'est pourquoi il arrive la retraite,
il arrive essoufflé et il n'a pas un long temps pour vivre. Votre solution? Alors, notre solution, là, c'est quoi? Il faut réformer. Il faut ouvrir l'école burkinabé vers la formation professionnalisante. Et aussi, il faut ouvrir notre école vers le système anglo-saxon. Voilà. Pour ne pas uniquement former des gens dans l'enseignement général qui sortent, j'avais dit tantôt, 1 million de candidats pour 4000 places. Et si on avait réformé, on leur avait donné la possibilité d'avoir des habiletés, ils sortent, ils peuvent s'auto-employer. Donc il faut renforcer l'entrepreneuriat des jeunes depuis l'école, de manière à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher l'emploi à la fonction publique, mais qu'ils soient des employeurs. Et encore, je vais terminer si vous permettez, le programme que nous proposons pour la démilitarisation, c'est-à-dire que... Nous sommes à l'éducation. Oui, mais c'est pour que ça a un lien. Okay. Oui, ça a un lien. Ceux qui vont quitter l'armée avec donc des dédommagements vont créer des emplois. Parce que nous avons prévu un plan de financement donc, de ces personnes-là qui vont quitter l'armée et vont créer des emplois, vont nécessairement prendre des Burkinabés. Clément Savadogo, pour le MPP. À la différence des autres, nous, quand on parle, on est obligé de parler concret. Alors, il y a la question de la surcharge des salles de classe, des écoles à construire, des salles de classe à construire. Bon, la nuance, je ne la perçois pas très bien, mais la problématique, elle est la même. C'est accroître l'offre d'éducation. Alors, dans le premier mandat, nous avons construit plusieurs milliers d'écoles, de salles de classe, et même d'écoles, je dirais, pour remplacer les écoles sous Payotte. Nous avions prévu de construire 300 CG, nous en avons construit 500. Vous pouvez vérifier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, il y a deux aspects. L'aspect quantité pour accroître l'offre d'éducation, parce que nous travaillons dans l'objectif éducation pour tous, et il y a également l'aspect qualité. Sous l'angle de la qualité, effectivement, il faut passer à un enseignement qui est professionnalisant. C'est clair, sur ce plan-là, nous devons travailler d'arrache-pied. C'est notre point de salut. Et pourquoi? Déjà, nous avons créé des lycées scientifiques et nous allons approfondir la réforme du système éducatif en privilégiant ce paramètre. Et là, je pense que nous rejoignons aussi les autres candidats, parce que tout le monde a dit, c'est ce qu'il faut maintenant. Donc, c'est un effort vraiment concerté et conjugué qui va nous permettre d'évoluer. Nous continuons aussi à renforcer les capacités de nos enseignants, à renforcer également leur statut. Comme vous le constatez, on a adopté un statut valorisant qui va continuer à être mis en œuvre. Et nous allons accroître le budget pour l'éducation. On passe maintenant à 30%. Voilà. Alors, on va avancer. La dernière étape, c'est la santé. On commence par vous, monsieur Palenfo. Oui. Alors, avant d'aborder, je vais juste dire un mot. Non, on avance sur la santé, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. D'accord. Bon, nous pensons que il faut aller au-delà de la gratuité. Si nous prenons donc un des volets donc, du régime en place, qui a décrété la gratuité, il faut réformer le domaine de la santé de manière d'abord à ce que les conflits sociaux avec les travailleurs là s'amenuisent. Donc il faut un dialogue franc avec les partenaires sociaux à ce niveau-là. Et aussi créer des infrastructures, donc rapprocher le malade donc, de son lieu de santé. Ça c'est un. Deuxièmement, ça revient encore à la bonne gouvernance. Mais si on met beaucoup d'argent et l'argent n'arrive pas là où ça devait être, c'est-à-dire que approvisionner conséquemment donc les districts sanitaires, acheter donc du matériel en bon état, parce que si on va faire de la commande de façade et le matériel est utilisé, on dit que c'est flambant neuf, 2 mois après, il est inopérationnel, à ce moment-là, nous avons perdu beaucoup d'argent. Donc il faut réformer et dans la mentalité et dans le principe. Merci beaucoup. Alors, docteur Ablassé Ouedraogo, qu'est-ce que vous prévoyez concrètement pour soigner les Burkinabés? Est-ce que vous mettez l'accent sur la prévention, l'offre de santé, les infrastructures? Quelle est votre vision? Pour nous, au niveau du parti Le Faso Autrement, ce qui est important, c'est l'homme. L'homme au centre de tout, au centre du développement. Pour qu'un homme, pour qu'une femme
puisse avoir de la valeur et être productive dans le bon sens, il lui faut donc, on a traité de ce sujet-là, la connaissance. Maintenant, c'est la santé. Que faut-il faire? Il faut amener la santé aux populations. Jusque-là, dans notre pays, ce sont les populations qui viennent à la santé. En quoi faisant? Il faut construire beaucoup de centres de soins de santé. Vous savez, une erreur que le gouvernement actuel a fait, c'est d'acheter des centaines d'ambulances pour les distribuer tout juste pour faire plaisir aux gens. Non. Si on avait pris l'argent de ces ambulances-là, équiper les CSPS qui existent, renforcer les capacités du personnel qui est affecté dans les brousses, la population n'aurait pas besoin d'ambulance pour aller ailleurs. Les soins se feraient sur place. Ce qu'il faut faire dans un pays pauvre comme le Burkina, c'est travailler pour devenir endogène. Il faut que nous multiplions le nombre de centres de santé, les amener là où il y a les populations, au lieu de continuer à faire ce que nous faisons. Il faut que les gens courent pour aller à la santé. Alors la gratuité des soins, qui semble être le succès donc du régime sortant, malheureusement, c'est seulement du leurre. Il n'y a pas de santé gratuite. La santé, ça se paye. Si quelqu'un vous dit qu'il vous donne la santé gratuitement, fuyez, ne restez pas à côté. Et j'explique pourquoi. Vous savez, s'il y a un secteur qui est cher sur cette terre-là, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des assurances, c'est le domaine de la santé. Ne flattons pas les populations. Quand vous allez à un centre de santé, vous finissez par prendre une ordonnance pour aller chercher les médicaments. Si c'est vous donner les produits pour les maux de tête là, ça vraiment, MPP de grâce. Alors MPP ne continuez pas ça. Justement, monsieur Savadogo, votre vision de la santé des Burkinabés. Vous savez que déjà dans le programme actuel, oui, le capital humain a concentré une bonne partie de l'effort du gouvernement du président, du président Roch Kaboré. Dans le nouveau programme, il y a encore le même effort sur les chantiers 5 et 6 qui portent sur ces questions-là. Et vous savez que dans ce quinquennat finissant, nous avons recruté chaque année 500 médecins. Ah oui? Oui, 500 médecins. Donc, c'est pas les questions de la gratuité. Il y a eu la gratuité, c'est vrai. Et je dis la gratuité, certainement que M. Ablassé Oudraogo n'est pas allé vers les CSPS pour comprendre ce que ça veut dire, la question de la gratuité. Le problème de la gratuité, c'est que... J'en parle, c'est parce que j'ai vécu. Mais les médicaments dont vous parlez là, parce qu'ils manquent à certains, ils meurent. Donc, il faut déjà commencer par éradiquer la part qui peut être gérée sans que déjà des gens ne meurent. Maintenant, l'ambulance, elle est obligatoire parce qu'à un autre stade, il faut l'ambulance pour amener vers une formation. Sur place. Non, on ne peut pas jamais. Dans 8000 villages, vous ne pourrez pas mettre des centres médicaux élaborés dans 8000 villages. Autant de salles de classe, vous pouvez construire. Non, ce n'est pas la même problématique. Comme vous vous le dites, et puis une ambulance, c'est comme vous le dites, il faut équiper. Donc là aussi, il y a des normes. Mais vous savez qu'on a multiplié. Là aussi, on a construit beaucoup de CSPS, plusieurs centaines. Et on va continuer dans ce sens-là. Alors maintenant, la politique, pour revenir à la politique même de du candidat Roch Christian Kaboré, c'est d'abord de poursuivre la gratuité, surtout en l'améliorant, c'est-à-dire en réglant les avatars, les écueils qui ont été relevés. Et ça, c'est important. Je dis bien, ça cible une bonne frange de notre population, les plus démunis. Et je pense qu'on nous a été félicités pour ça. On ne mettra pas ça en cause. Mais il faut travailler à approfondir ça encore par l'assurance maladie universelle, ce qui est important, que nous allons continuer à mettre en œuvre. Mettre en œuvre effectivement la loi sur la fonction publique hospitalière pour pouvoir encourager davantage le personnel médical, comme vous le disiez, etc., etc. Il y en a beaucoup. C'est une panoplie de mesures. Alors, professeur Wimenga, qu'est-ce que le candidat Yacouba Isaac Zida prévoit pour soigner? D'accord. D'abord, je veux dire qu'on ne m'a pas laissé le temps pour l'éducation. C'est quand même notre programme phare. Il y avait 2 autres points. Malheureusement, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, en ce qui concerne la santé,
Moi je voudrais dire d'abord que le régime en place a oublié quelque chose. Ils sont arrivés à trouver que 57 centres de santé ont été construits, et tous équipés sous la transition. Et encore 80 motos fournies. Et je laisse passer certaines choses. Mais il faut dire que le programme au niveau du MPS pour le candidat Yacouba Isaac Zida, c'est d'améliorer dans un premier temps la gouvernance en termes d'allocation budgétaire. Quand on parle de gratuité aujourd'hui, ce ne sont que des mots. Aujourd'hui, la hantise de la plupart des populations, surtout à l'intérieur du pays, d'aller dans un centre de santé, c'était parce qu'il avait peur qu'on lui tende une ordonnance. Dès qu'il entend que c'est gratuit, il y va. Sur 5 produits qu'on lui prescrit, 4 ne sont pas dans les dépôts pharmaceutiques ou les pharmacies des centres régionaux hospitaliers ou des centres nationaux hospitaliers. Ça, c'est extrêmement grave. Pendant longtemps, il y avait des pénuries. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu d'explication. Il y a eu un souci avec la Camega à un moment donné. Qu'est-ce que vous proposez? Et donc, justement, nous proposons de travailler à l'amélioration, à régler ce problème-là pour rendre effectivement les médicaments disponibles sur place. Quand je dis médicaments disponibles, nous parlons des médicaments génériques, des médicaments de première nécessité et de premier secours. Au moins ça, il ne faut pas que ça manque. Non, mais ça fait longtemps. Il y a tellement de pénuries. Aujourd'hui, quand on discute avec les responsables des hôpitaux, il y a tellement de crédits. L'État doit tellement tous ces médicaments que c'est un des problèmes qui fait que les dépôts ne sont pas approvisionnés. Et aussi, nous allons mettre en place une stratégie nationale de lutte contre les maladies. Nous avons vu la faiblesse de notre système de santé quand nous avons eu la Covid-19. On ne peut pas réagir, on n'est pas réactif. On s'est rendu compte qu'au moment de la Covid, qu'il y avait des lits de matériel respiratoire de première nécessité qui manquaient et qui étaient en panne. Mais où se trouve cette régie qui doit exister pour la maintenance? Est-elle approvisionnée ou pas? C'est ce que le MPS va régler pour que les populations ne puissent pas souffrir à cause de ce manque ou à cause de cette incompétence dans le domaine de la maintenance. Pour cette émission, s'il vous plaît. Qui ont eu le plus de morts du Covid-19. Docteur Ablassi Ouedraogo, en 30 secondes, on a économisé. Comment est-ce que vous financez financez tout en 30 secondes, s'il vous plaît? Chacun aura droit à 30 secondes pour boucler. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Comment est-ce que vous financez toutes ces propositions? Je considère que notre pays a suffisamment de moyens pour se concentrer sur le financement de l'éducation et le financement de la santé. Il suffit simplement d'avoir des choix précis, des choix clairs et de mettre la volonté politique qu'il faut. Vous savez, gouverner un pays, c'est savoir choisir et arrêter les priorités. Aujourd'hui, on fait tout en même temps. Vous ne pouvez pas réussir. D'où viendra l'argent? L'argent viendra, de l'intérieur du Burkina Faso. Il faut d'abord compter sur soi-même avant d'aller à l'extérieur. Et naturellement que, comme je suis quelqu'un qui a évolué dans la fonction publique internationale, je suis conscient qu'on peut aller chercher, dans le cadre du partenariat, les moyens complémentaires pour la mise en œuvre des politiques bien réfléchies de notre pays. Alors, nous sommes encore une fois très concrets. Ce programme que nous avons élaboré, il est celui que nous avons rendu public, il fait 66 pages, mais il y a un document gros de plus de 300 pages sur l'ensemble des mesures, de plus de 500 engagements. Et chacun est déjà chiffré. Cela nous a conduit à une évaluation globale du programme de près de 20 000 milliards de francs CFA. D'où viendra cet argent? Alors le PNDS c'était 15 000. Oui. Le PNDS c'était 15 000 milliards que nous avons amené à Paris et nous avons mobilisé près de 80%. Ce qui n'est pas petit pour un pays comme le Burkina. À l'époque, je me rappelle, vous aviez dit qu'on ne pouvait rien faire, que ça c'était... C'est pas l'heure. Oui. On a réalisé tout ça avec quoi? Comment vous trouvez cet argent? Alors, cet argent, le financement national ira à près de 80%.
Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience de la mobilisation des ressources et nous comptons aussi sur nos partenaires pour un peu plus de 20%. Voilà. De façon concrète, comment vous mobilisez? Il faut que je précise que le MPS a un document de 150 pages sur son programme avec une synthèse de 150 engagements sur lesquels le peuple burkinabé pourra juger notre président Yacouba Isaac Zida de ces 5 années d'exercice. Et donc, nous comptons d'abord sur l'argent au niveau national, sur nos ressources propres, parce que nous avons vu depuis les 5 ans, avec toutes les enquêtes parlementaires qui ont été faites, preuve à l'appui, qu'il y a énormément d'argent qui pourrait être qui pourrait entrer dans les caisses de l'État. Via les impôts. Via les impôts. Il y a, au niveau des mines, il y a beaucoup de milliards qui n'ont pas été recouvrés. Et pendant sous la transition, le MP, Yacouba Isaac Zida et son gouvernement ont réussi, avec la réduction du train de vie de l'État, à économiser plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est possible. C'est bien compris. Merci. Okay. Merci bien. Vous avez juste 20 secondes pour terminer. Les autres ont eu 30 secondes. Allez-y, 30 secondes. Allez-y. Vous avez droit à 30 secondes. Vous avez raison. Ok. Alors, nous allons réduire fortement le train de vie de l'État. Toutes ces V8 que vous voyez qui circulent à travers nos routes vont être revendues. Et ça va alimenter les caisses de l'État. Nous allons lutter contre la corruption. Il y a de l'argent sale, il y a de l'argent qui est confisqué, et cet argent-là va servir au peuple burkinabé. Nous allons travailler à ce que notre économie-là soit vraiment vertueuse. Que tous ceux qui sont acteurs à ce niveau-là puissent se rendre compte au peuple burkinabé. D'accord. Merci beaucoup. Alors, était donc sur ce plateau comme invité de cette émission au cœur de la présidentielle, monsieur Sié Pierre Palemfo de Vision Burkina, parti pacifiste. Il a représenté le candidat Do Pascal Sessouma. Le deuxième invité était le professeur Wimenga Salifou. Il est donc du mouvement patriotique pour le salut. Il a représenté le candidat Yacouba Isaac Zida. Et le troisième invité était le docteur Ablassé Ouedraogo. Il est le président et le candidat du parti Le Faso Autrement. Et enfin, nous avons reçu pour vous M. Clément P. Savadogo. Il est représentant du mouvement du peuple pour le progrès. Sur ce plateau, il a représenté le candidat Roch. Jamana kelen faso kelen golotigiw aw ye sorasi kuluw de ye Burkina Faso nisɔn ka di aw kɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ Burkina Faso o bolomalani bɛ aw kan waasa aw ka se k'o lakanda aw ye an ka jigiya de ye ni duɲɛ in kɔnɔ bɛn ani badenya sira fɛ aw ye an ka denmisɛnw